Nous sommes à ITV et bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui Mbacké Diagne. Mbacké Diagne est professeur à l'UCAD, il est directeur de recherche au Centre appliqué de linguistique à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci Mbacké Diagne d'avoir accepté notre invitation. Une enquête de l'ONU Femmes dit qu'au Sénégal, que les femmes sont en danger. Que le Sénégal est le pays où les femmes sont plus en danger au regard des violences exercées contre elles. On a remarqué que la société sénégalaise de plus en plus est violente, ou bien on remarque de plus en plus la médiatisation de la violence au Sénégal. En tant que professeur, quelle analyse en faites-vous? Bon, je vous remercie d'abord de l'invitation. Je pense que ce qui se passe au Sénégal, c'est ce qui se passe en réalité dans le monde un peu partout. Et le Sénégal n'est pas une singularité. D'après moi, les lectures et les informations que je reçois, je pense que le phénomène de la violence, peut-être aujourd'hui, on est plus médiatisé, on est au courant à l'instant T, mais il faut dire que ce n'est pas un phénomène nouveau. Bon, maintenant, la question est qu'on doit se poser à ce troisième millénaire où vraiment l'humanité a acquis beaucoup d'expérience et a avancé dans beaucoup de domaines, comment se fait-il qu'on vienne à ce moment et qu'il y ait recrudescence de ce phénomène? Je pense que c'est ça la vraie question. Et je dis que, à mon avis, ceci n'est pas à déconnecter du problème global des questions d'éducation et de valeur. Et aussi des questions de survie de la vie difficile, des difficultés économiques que rencontrent les populations et qui font que les gens sont beaucoup plus agressifs et vraiment lâchent contrôle plus vite, très facilement face à un incident, un petit incident. Donc, si on jette un regard sur le Sénégal, vous avez été inspecteur, professeur partout au Sénégal, vous avez inculqué beaucoup de connaissances, savoir à la jeunesse sénégalaise aujourd'hui. Si on regarde l'école sénégalaise aujourd'hui, est-ce qu'elle est malade? Bon, je ne peux pas le dire comme ça que l'école est malade. Parce qu'en réalité, quand même, l'école continue à jouer son rôle comme d'antan. L'école, son rôle, c'est d'amener nos enfants, d'amener nos jeunesses à acquérir des savoir-faire, mais aussi des savoir-être. Bon, je pense que les programmes dans les écoles, la formation des enseignants intègrent ces éléments-là. Je pense que donc ce n'est pas parce que l'école a changé qu'il y a ces phénomènes-là. Mais je pense que la question doit être posée plus globalement et ailleurs. L'école est un démembrement de la société. Les acteurs qui donc évoluent en son sein sont des éléments de la société. Je pense qu'il faut regarder la source de la maladie dans la société elle-même. Et je pense que si on le regarde comme ça, on va dire que c'est un problème global. Et cette globalité, vous le savez très bien, nous vient de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. Parce que aussi bien nos sociétés sont en mutation, mais cette mutation aussi doit être regardée en rapport avec le contact avec l'extérieur, l'apport des autres sociétés et civilisations.
Et je pense que si on creuse là-bas, on verra que, en réalité, l'ouverture du monde, ce qu'on appelle la globalisation, a fait qu'il y a une universalisation de certaines valeurs et comportements qui ont gagné nos sociétés. Et si on ajoute au fait que nos sociétés africaines, qui étaient organisées d'une certaine manière, où l'éducation était véritablement communautaire, que les parents, papa et maman, n'étaient pas les seuls responsables de l'éducation de l'enfant. La société elle-même était partie prenante. C'était une éducation communautaire, globale, où l'enfant était toujours sous la surveillance d'un œil éducateur, je peux le dire comme ça, que ce soit les membres de la famille élargie ou les membres du quartier, les voisins du quartier, le chef du village, et même un adulte lointain pouvait dépasser un enfant et le corriger sans que aucune difficulté, aucun problème ne survienne. Maintenant, cette organisation, ce tissu social que l'Afrique connaissait a été détruit par la modernité et l'apport de la société capitaliste. Et maintenant, les parents n'ont plus le temps de l'éducation. Parce qu'en réalité, la véritable éducation, c'est l'éducation familiale, c'est l'éducation parentale d'abord. Mais pourtant, il y a des sociétés qui résistent à cette globalisation. Vous allez en Chine, oui. C'est un pays continent, mais les valeurs sont toujours gardées, elles sont là. Et l'État joue un rôle fondamental dans ce maintien des traditions. Oui, bon, vous voyez que, bon, je pense qu'il y a des éléments qui font que la comparaison avec des sociétés telles que la société chinoise, quelque part, ça ne pourra pas très bien fonctionner. Pourquoi? Pour la simple raison que, même s'il y a l'évolution moderne et le développement industriel, économique en Chine, jusqu'à présent, il y a des cadres qui existent jusqu'à présent, surtout au niveau étatique, qui font qu'il y a toujours la discipline quelque part qui est maintenue et imposée, même si on a à redire là-dessus. Mais il y a quelque part où la société, telle qu'elle était encadrée et réglementée, continue jusqu'à présent à fonctionner selon ces règles-là. Donc l'évolution mondiale, l'évolution de la vie, de la société, n'a pas pu bousculer, détruire ces carcans-là. Et moi, je trouve que c'est là où on peut comprendre pourquoi, en Chine, la globalisation, sur le plan de l'organisation sociale communautaire, n'a pas beaucoup eu d'effet. Bien que ça, il faut le prendre sur le bout des doigts. Mais l'État joue un grand rôle dans ça. Mais c'est l'État qui est fort. Quand maintenant, on ne peut plus se protéger, on ne peut plus garder intact, on ne peut plus ne pas être en contact avec les autres sociétés, les autres civilisations. Et que maintenant, c'est un droit pour les populations de se mouvoir, la mobilité étant maintenant un droit humain. Seul l'État et les institutions fortes peuvent garantir la question de l'éducation et des valeurs et la discipline collective. Et malheureusement, c'est là où nous ne sommes pas encore bien partis. Si les États font des efforts dans le domaine des infrastructures, même de l'éducation, il nous reste à travailler sur la question du rôle social, culturel et même, j'allais dire, disciplinaire de nos institutions. Je vous donne un exemple, ce qui s'est passé dans les écoles, c'est dans cette année scolaire-là passée, où les enfants ont déchiré les cahiers, cassé les tables, et où on s'est permis d'aller battre un professeur, lui casser la tête. Là, c'est parce que, quelque part,
l'individu sent l'absence totale de correction et d'autorité et de discipline. Mais justement, tout le monde attendait que l'État réagisse par rapport à cela, Voilà. que les élèves soient sanctionnés, Voilà. même s'ils ont été renvoyés, certains d'entre eux, Voilà. que les parents eux-mêmes soient remis à l'ordre parce que ce sont les géniteurs de ces enfants, comme on dit souvent. Voilà. Et il n'y a eu rien. Après, on est passé là-dessus et ça va donner un exemple à d'autres élèves Voilà. qui peuvent refaire la même chose en pensant qu'ils peuvent tout se permettre. C'est ce que j'avais dit en son temps. J'avais dit que il y a beaucoup d'acteurs qui devaient intervenir, qui ont failli à leur devoir. L'État devait donc maintenir cette autorité, cette discipline. Ça n'a pas été fait. Les parents d'élèves, après de tels événements, la manifestation de tels comportements, devaient pouvoir vraiment jouer un rôle marquant à l'instant pour que ces enfants-là sachent qu'il y a des parents qui sont là et qui ne sont pas avec eux dans ces actions pour qu'une correction soit apportée. Ça n'a pas été fait. Et même les solutions qui ont été préconisées, finalement, ont été délaissées. Ce qui fait que ces enfants-là se diront que, de toute façon, quel que soit Alpha, si je fais ces bêtises-là, ça ne me coûtera rien du tout. Et ça, si on le rapporte à la société, en tout cas, si je reprends le cas du Sénégal, j'avais dit que ces enfants ont cette attitude parce qu'ils ont l'exemple au niveau des adultes. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans notre pays. Des gens qui détruisent les biens d'autrui, des gens qui se mettent à casser le bien public et à qui je pense qu'on a même octroyé un statut beaucoup plus considérable. Et c'est ce qui se passe actuellement. Celui qui insulte le plus est mieux considéré. Et les réseaux sociaux aidant, l'école a été marginalisée et de plus en plus l'école va devenir marginalisée dans cette question de gestion des valeurs. Est-ce que ce n'est pas la conséquence de la faillite de la famille? Je l'ai dit, quand il y a eu, nos sociétés africaines, contact avec l'Occident, la première chose qui a été faite, c'est de détruire l'organisation sociale communautaire et d'individualiser toutes les activités politiques étatiques et que l'individu a été libéralisé. Là où la société donnait une organisation où il y avait d'abord la famille, le quartier, le village et la communauté, l'ethnie et le clan, qui à chaque niveau décidaient du comportement qu'il fallait, la société est venue détruire et l'individu va lui-même s'organiser pour aller chercher de quoi vivre, survivre, et naît la compétition individuelle et l'esprit capitaliste. Donc, ce qui est prioritaire et primordial, c'est le gain et la réussite individuelle. Ce qui fait que, en réalité, on fait fi de ce que les autres pensent. Et au nom de la liberté et des libertés individuelles, ce qui tenait la société, les piliers qui tenaient la société, ont été cassés. Et c'est ça le problème. Et la famille a volé en éclats avec ça. D'abord, sur le plan de la modernité, la grande famille où il y avait le grand-père, la grand-mère, ou même si le papa et la maman étaient au champ, la grand-mère ou le grand-père étaient dans la maison et tenaient donc les enfants. Maintenant, chacun vit dans une famille nucléaire. On est dans un appartement et il n'y a personne qui gère. Maintenant, les enfants sont gérés par les jardins d'enfants, donc la case des tout-petits. Ce qui fait qu'il n'y a plus d'ordre et d'organisation, parce que sans organisation, sans règles de vie, on n'est plus dans une société humaine. Et la société, malheureusement, en grand S, la société humaine en général, est en train de se déshumaniser. Mais quels sont les dangers de cette situation quand on est dans un monde où le populisme
monte en puissance, où Voilà. la manipulation est devenue aujourd'hui le mantra Oui. des hommes politiques. Donc voilà. Donc je disais que les enfants n'ont pris l'exemple que dans la société, chez les adultes. Aujourd'hui, et ce n'est pas au Sénégal seulement. Si vous voyez qu'il y a une vague qui traverse le monde, et surtout l'Afrique, où les jeunes ont pris comme pour méthode de rejeter tout ce qui est forme d'organisation, de discipline, qui canalise ou vise à maintenir de l'ordre. Maintenant, si on regarde bien les populations, surtout la jeunesse, il me semble que c'est le non-droit qui est devenu le droit dans nos sociétés. Le non-droit. Tu n'as pas le droit de me dire ou de me faire ou de me... Donc, c'est ça. Et ce qui est malheureux, c'est que l'expression de ce non-droit-là est catastrophique. Parce que c'est dans l'injure et l'insulte qu'on exprime ce refus donc de se plier sous l'ordre social. Et ça, c'est depuis que l'humanité, en tout cas toutes les lectures que nous avons faites en tant qu'enseignants, en tant que chercheurs seulement, toute l'histoire que nous connaissons du monde, je pense que c'est un phénomène que le monde n'a jamais connu. Où même certains adultes encouragent une certaine classe politique à y aller sans contrôle et on fait de telle sorte que même ça atteint le corps social qui devait servir de lumière, les intellectuels, les professeurs d'université, qui devaient, quand ça va dans le mauvais sens, éclairer pour que les gens reviennent. Même maintenant, parmi nous, il y a des gens qui encouragent ce désordre social-là, et comme qui, c'est ça qui doit être. Et là, je dis que si on est arrivé là, il y a de quoi avoir peur pour l'humanité. Est-ce que ça a un impact ou des conséquences sur notre vivre ensemble? Mais ça, c'est catastrophique, on ne vit plus ensemble. En tout cas, ce qui se passe dans notre pays et ce qui se passe un peu partout, on ne vit plus ensemble. Ce qui vous le montre, c'est que dans le discours, et là c'est le linguiste qui parle, si vous analysez les discours, vous voyez que les gens attaquent la société là où les couches étaient soudées. Les problèmes ethniques. Maintenant, on n'hésite plus à qualifier l'individu, à l'apprécier et le juger par rapport à son ethnie d'appartenance. On ne se garde plus d'une certaine... On a plus une retenue dans la parole. Et c'est pour cela qu'on se permet d'aller faire des investigations sur les défauts d'un individu pour le mettre à jour. C'est que la société africaine n'a jamais connu. Il y a les catastrophes sociales dont on parle aujourd'hui, les crimes, même passionnels, hein, ça existait. Mais il y avait une manière de les gérer. Parce que la société africaine avait compris qu'il faut trouver des mécanismes de résolution des problèmes qui évitent que le mauvais exemple fasse tache d'huile. C'est pour cela que même s'il y avait viol ou crime passionnel, il y avait une manière de sanctionner le fautif sans que la société, et surtout la couche qui n'est pas encore mûre, les enfants ne soient pas mis au feu de l'action. Sont épargnés des conséquences. Hein? Dans une famille, une grande famille, il y a eu toujours des viols, il y a eu toujours de l'inceste. Mais c'était géré C'était géré, ce n'était pas impuni, ce que les gens pensent. C'était sanctionné. C'était sanctionné en interne. C'est les adultes qui étaient au courant.
Moi, je me rappelle bien, lorsque j'étais instituteur, très jeune instituteur, dans un village, je ne dirais pas le nom du directeur d'école, il y avait une manière de résoudre ces problèmes. Quand un homme se permettait d'aller coucher avec la femme d'autrui, c'est le chef du village qui convoque une réunion et convoque les adultes qui doivent, pas tous les adultes d'ailleurs, ceux qui sont vraiment intègres, et c'est eux qui jugeaient de l'affaire. Et il y avait une sanction pécuniaire, pénale et matérielle sur le fautif. Mais on ne détruisait pas l'individu, il continuait à vivre dans la société. Mais ici, on a vu des images qui ont été montrées où des gens qui ont commis l'adultère, entre guillemets, ont été fouettés. Oui, bon, là, c'est du côté religieux, les reliques de la religion orthodoxe, là où je vis à Thiénaba, ça se pratique. Mais ça se pratique de manière consensuelle. Et même maintenant, on est arrivé, comme la société évolue, où c'est l'individu lui-même qui se porte volontaire et qui déclare qu'il a commis l'acte et qu'il veut subir la punition. Bon, là, c'est comme ça que c'est géré parce que nos communautés sont conscientes qu'on est dans une république. D'ailleurs, ils le disent, nous ne sommes pas dans un État islamique où c'est la charia qui est appliquée. Donc, c'est par consensus social que ça se pratique. Mais là aussi, c'est une manière de purger l'acte sans que on ne fasse pas un désordre général. Mais ça se faisait dans des endroits très secrets. Ça se faisait même ça peut se faire publiquement. Mais quand c'est consensuel, quand c'est dans le sens de renforcer les valeurs, la société est tranquille. Mais ce qui est mauvais, c'est d'attaquer les gens pour les détruire parce qu'ils ont commis une faute par-ci et par-là. Et c'est ce qui se passe actuellement. Chacun cherche les poux sur la tête de l'autre. Oui, mais si vous jetez un regard aujourd'hui sur la classe politique sénégalaise, là où l'opposition et le pouvoir se regardent en chien de faïence, oui. On a l'impression qu'avant au Sénégal, il y avait quand même des régulateurs. Oui. On parlait d'Abdoulaziz Dabakh, on parlait d'autres gens qui disaient aux politiciens, attention, vous êtes dans un pays, il faut respecter ceux qui ne font pas de la politique. Mais là, on a l'impression qu'on attend la catastrophe. Chacun est chez lui, en attendant que les choses se passent, qu'il y ait de la catastrophe après, en pensant que ce qui va se passer ne va pas le toucher. De toute façon, c'est ce que je vais dire. Si on ne travaille pas à arrêter cette stratégie de la peur qu'on a installée sciemment et qui fait que ces régulateurs-là n'osent plus montrer le bout du nez. Et c'est ce qui s'est passé, parce que je vais faire des raccourcis. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une stratégie d'anéantir tout régulateur qui pouvait jouer un rôle dans cette situation-là. Je vous l'ai dit, soit vous vous écopez d'injures, de fleuves d'injures, ou bien on va chercher dans ton passé quelque chose qui va te faire taire. Ou plus grave, s'ils n'ont pas des éléments de ce genre dans votre vie privée, ils inventent. Ils organisent, non seulement ils inventent, mais quelquefois ils organisent je vais dire un piège pour t'avoir. Là, on l'a vu très récemment dans les réseaux sociaux, des personnalités et même des personnes religieuses qui ont été piégées. Et on les a filmés et on les a balancés dans les réseaux sociaux. Donc, et là aussi, la responsabilité de l'État doit être convoquée. Parce que l'Internet est un service public, est une ressource publique que l'État gère. C'est l'État qui ne veut pas prendre des décisions. Parce qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé, par exemple, en Iran, avec les manifestations des femmes, vous savez bien ce qui s'est passé. Mais les réseaux sociaux ont été, en fait, presque fermés par l'État. Mais ça ne se fait pas dans une démocratie. Bon, maintenant,
c'est là où se trouve la grande difficulté. L'équation démocratie et discipline, autorité. C'est la grande équation que l'humanité ne peut pas résoudre. Comment faire pour que les gens bénéficient d'une certaine liberté humaine qui ne dépasse pas les bornes et qu'ils puissent aussi vivre sous une société organisée où il y a des normes, où il y a de l'autorité et de la discipline. C'est ça qu'on ne peut pas gérer actuellement. Il me semble que ce que j'appelle le libertinage, parce que ce n'est pas de la liberté. La liberté, si ça détruit le commun vivre en commun, n'est plus de la liberté. Donc c'est le libertinage. Et là, je dis que l'Occident a pour beaucoup joué dans cette destruction sociale-là. Beaucoup de comportements ont été importés. Ça, c'est un. Deuxièmement, les organisations internationales génèrent une réglementation qui est aux antipodes de nos cultures, de notre manière de vivre, de cette société équilibrée qu'on avait et qui veut que l'individu soit laissé à lui-même, à ses instincts. Et ça, l'Occident doit se regarder. D'ailleurs, ils en subissent plus les conséquences que nous. Hein. Nous commençons à vivre et chacun nous sommes en train de nous poser des questions, alors que là-bas, c'est fini. Hein. Maintenant, nous venons, nous, d'entrer dans cette danse-là, dans cette spirale-là. Mais je pense que nous devons repenser nos sociétés. Et ce que j'ai entendu ces jours-ci, déconnecter l'Afrique, je pense que c'est une belle idée. Déconnecter l'Afrique, pas déconnecter économiquement, mais sur le plan culturel, sur le plan des valeurs, nous devons nous déconnecter de l'Occident. Ça, j'ai commencé à réfléchir là-dessus parce que j'ai entendu ça dans la presse, mais je pense que c'est la voie qu'il nous faut. Déconnecter culturellement, civilisationnellement l'Afrique, les sociétés africaines de l'Occident. Mbacké Diagne, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau d'ITV. Je rappelle que vous êtes professeur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vous êtes chercheur au niveau du Centre linguistique appliqué de l'UCAD. Merci d'avoir été avec nous pour diagnostiquer la société sénégalaise aujourd'hui, ses violences et ce qu'on est en train de vivre, l'influence de l'Occident dans nos sociétés. Vous l'avez dit, il faut de la déconnexion sur le plan culturel et civilisationnel pour que l'Afrique puisse avoir sa propre identité, ne pas copier les autres et c'est de copier très mal. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, au revoir. Thank you.